Cette semaine, Méditerranéo vous emmène au large d'Istanbul à la découverte d'un ancien orphelinat du 19e siècle, abandonné depuis les années 60. Nous partirons ensuite vers Frontignan sur les traces de l'Olympia, un navire grec échoué il y a plus de 150 ans. Nous flânerons aussi le long des façades colorées des maisons de pêcheurs de l'île de Burano, près de Venise, avant de consacrer notre séquence mémoire à la danse contemporaine à travers le festival On Marche de Marrakech. Construit en 1898, l'ancien orphelinat de Principo est situé à moins d'une heure et demie de bateau du centre d'Istanbul. Fragilisé par plus d'un demi-siècle d'abandon, il menace aujourd'hui de s'effondrer. Son salut viendra peut-être de la mobilisation d'anciens pensionnaires et d'associations. Il trône au sommet de l'île des Princes, au large d'Istanbul. Le plus grand bâtiment en bois d'Europe est en train de mourir. Laissé quasiment à l'abandon depuis les années 60, l'ancien orphelinat de la communauté orthodoxe grecque est placé sous la surveillance d'Erol Baitas, le gardien, né ici et qui a pris la suite de son père. Ici, c'est le théâtre. Aujourd'hui, c'est le cœur serré qu'il entre ici. C'était la salle de théâtre de l'orphelinat, mais c'est vraiment en piteux état. Il n'y a plus de toit. Cette année, il faut absolument que le toit soit refermé. Il y a beaucoup de parties du bâtiment qui se sont déjà effondrées. Si on ne referme pas le toit cette année, nous allons perdre aussi cette partie. Les éléments rongent peu à peu le bâtiment du 19e siècle de 12 500 mètres carrés. De l'immense salle de bal jusqu'aux étages supérieurs, tout menace de s'effondrer. L'accès aux salles de classe est désormais impossible, trop dangereux. Les souvenirs de l'époque radieuse de l'orphelinat s'exposent à Istanbul, une façon de mobiliser la population. L'association Europa Nostra a placé le bâtiment sur sa liste des 7 sites les plus menacés. Il n'est pas encore trop tard, mais si on attend encore, ça peut le devenir. Dans l'état actuel, il est possible de sauver ce qui est toujours debout. En plus de la valeur architecturale du bâtiment, il y a aussi la place qu'il occupe sur les îles, pour les habitants des îles, et qui est très importante. L'orphelinat occupe une place très importante dans le cœur de Vitlem Magoula et Andonis Paskalzis, tous deux anciens pensionnaires qui vivent aujourd'hui à Istanbul. Comme eux, près de 6000 enfants grecs, orphelins de père ou de mère, ont grandi et ont été scolarisés sur l'île des Princes. C'est un très grand bâtiment. De ce côté, Oui, oui. il y avait la cuisine. À l'époque, la communauté grecque de Turquie était florissante. Grâce aux dons, les enfants ne manquaient de rien. Vitlem a connu des jours heureux à l'orphelinat de Principo. Oui, je suis émue. J'y ai passé mon enfance. Je m'en souviens très bien. Il y avait des enfants qui n'avaient plus de parents. Mais on s'occupait très bien de nous. Il y a quelques années, à l'occasion d'une visite au monastère Saint-Georges, tout proche, Andonis est retourné à l'orphelinat. J'y suis passé une fois. Je suis venu jusque devant la porte. J'étais triste, bien sûr. J'y ai passé de très beaux moments. Je suis resté bouche bée. C'était dans un état catastrophique. Je ne veux pas le voir dans cet état.
Ça me rend triste parce que c'était notre maison. Nous y avons passé notre enfance. J'aimerais que ça devienne quelque chose de bien et d'utile. Comme tous les dimanches, Vitlem se rend à la messe. La communauté grecque orthodoxe d'Istanbul compte environ 3000 personnes aujourd'hui, contre 160 000 au début du XXe siècle. Guerre turco-grecque des années 20, pogrom d'Istanbul en 1955 et crise chypriote dans les années 60 et 70 ont conduit à l'érosion de la communauté. Ceux qui restent aujourd'hui sont très soudés et prennent plaisir à se retrouver. Bien sûr que c'est important. Nous venons tous les dimanches. Nous nous réunissons ici et c'est une très bonne chose. L'orphelinat saisi en 1964 a été rétrocédé il y a 10 ans après une longue bataille judiciaire. Le patriarcat voudrait en faire un centre international d'éducation à l'environnement. La bataille judiciaire, c'était un fait qui a été très douloureux pour le bâtiment, que déjà le bâtiment, dans les conditions actuelles, démontre les résultats de cette période. Je trouve que c'est très important, le projet de patriarcat, si ça peut être réalisé, ça pourrait être réalisé dans un pays musulman, une église chrétienne, de pouvoir créer une institution internationale à ce niveau-là qui va être soutenue de toutes les grandes institutions mondiales. Je crois que ça va être un grand message. Mais pour en arriver là, il faudra d'abord réveiller la belle endormie. Avant d'être un orphelinat, la bâtisse, achevée en 1898, devait être un hôtel de luxe destiné à la clientèle fortunée de l'Orient Express. Mais le sultan n'en a jamais autorisé l'ouverture. Ici, il y avait les fours. Ils y cuisaient les beureks, les feuilletés. Et la cheminée, c'est très intéressant. La fumée ne partait pas par le haut. Ils avaient construit un conduit sous le plancher pour évacuer la fumée vers la cheminée principale. Un bâtiment très moderne pour son époque. Bien sûr, c'était très d'avant-garde. Tout ça venait de France. C'était vraiment à la pointe, puisque ce devait être un très grand hôtel. Le tout est dû à l'architecte stambouliote Alexandre Vallori, qui a également signé quelques années plus tôt le Pera Palace, dans le centre d'Istanbul. C'est dans cet hôtel de luxe que nous retrouvons le célèbre écrivain Enis Batur. Fasciné depuis son enfance par l'orphelinat, il lui a consacré un ouvrage intitulé « Le fantôme ». Il y a plusieurs fantômes qui s'entremêlent là-dedans. Il y a d'abord la présence de l'architecte Alexandre Vallori, qui a été un personnage assez connu, mais peu connu en même temps, parce qu'il a eu une vie assez discrète. Il n'a pas laissé beaucoup de traces derrière lui, sauf ces bâtiments. Il y en a pas mal à Istanbul, et c'est des bâtiments qui sont esthétiquement très beaux, très intelligemment conçus. Donc il y avait ce personnage qui se promenait à mes yeux dans les couloirs, dans les grandes chambres, dans la cuisine, inspectant un peu tout. Et puis l'immeuble même, qui est le fantôme de soi-même. Aujourd'hui, si on ne lui apporte pas de soins, le fantôme risque de disparaître pour de bon. Il laisserait alors son gardien, Erol Batas, comme orphelin. Parfois, quand il pleut, j'entre dans le bâtiment et je vois que ça coule de partout. Les gouttes de pluie entrent par tous les interstices et ça descend jusqu'aux étages inférieurs. Et là, je me dis, mon bâtiment pleure. Si ce bâtiment a pu rester debout alors qu'il n'y a eu aucun entretien depuis des années, c'est qu'il est vivant et qu'il appelle à l'aide. L'appel à l'aide n'a pour l'instant pas été entendu. L'orphelinat passe un nouvel hiver sans toiture. Le chiffre n'a rien d'officiel, mais la presse turque estime à 435 millions d'euros le coût des travaux. La levée de fonds s'annonce compliquée. La Banque européenne d'investissement s'est engagée auprès d'Europa Nostra et le gouvernement turc a été également sollicité.
C'est une véritable enquête que mènent depuis des années des plongeurs et archéologues passionnés au large de Frontignan. Leur but, retrouver au fond de la Méditerranée l'épave de l'Olympia, un navire grec entré en collision avec un autre bateau de commerce le 14 février 1867. Vu des hauteurs du massif de la Gardiole, rien ne laisse présager de la richesse des lieux. Mais les plongeurs le savent bien. Le plateau rocheux des Aresquiers, qui fait face à Frontignan, est un véritable joyau. Raymond et Fernand font partie des initiés. Depuis 50 ans, ils écument ces faibles fonds pour trouver des coins de pêche et même de véritables trésors. Au départ, on cherchait les moules, bien évidemment, parce que sur les moules, il y avait donc la vie marine. Et il y avait cette masse noire. Tout ce qu'on trouvait, c'était tout noir. Et là, on arrive d'en haut. L'eau était terriblement claire à l'époque. Je vois une tache vraiment particulière, un truc noir entouré. Je me mets dans l'eau et là, l'idée folle, c'est de l'or. Bon, j'ai vite vu à première apnée que c'était des blocs de soupe qui étaient bruts, mais piqués de bleu. C'est beau, je ne sais pas si vous avez. C'est vraiment très joli, on dirait que c'est piqué d'émeraude. Mais bon, c'était que du soufre. Pendant 20 ans, Raymond garde le secret de ce coin de pêche miraculeux. Il s'agit de l'épave d'un navire de transport de soufre destiné au traitement des vignes contre un champignon. Puis en 2007, il décide de se confier à Fernand. Moi, j'ai donné un petit secret, voilà, puis j'étais content de le donner. Transmettre, c'est beau. Transmettre, c'est très beau. Pour Patricia, Laurence, Fernand et les autres, débute alors une véritable enquête. Car sous l'eau, dans l'épave baptisée Aresquier 12, ils découvrent toute une série d'indices, et notamment une pièce de monnaie de 1862. Pour découvrir l'histoire de ce bateau, l'équipe a une première intuition. Ils vont se plonger dans les profondeurs des archives municipales de Montpellier. Donc 1862, c'est vraiment le point de départ de notre recherche. Donc Michel Rosier, qui est une retraitée de notre association, nous a dit, vous savez, à la bibliothèque Émile Zola, il y a la presse ancienne qui est conservée. Regardez si les années 1860... voilà, s'il n'y a pas d'article. Voilà. Le pari est gagnant. Le 1er mars 1867, le Messager du Midi revient sur le naufrage de l'Olympia, un navire grec qui transportait du soufre. L'accident date du 14 février. Et dans l'article initial, le journaliste livre un coup de théâtre. La nuit du naufrage, un autre bateau est impliqué, la Justine, qui arrivait de Marseille dans la tempête, a chaviré en tentant d'éviter l'Olympia en perdition. L'enquête, là, effectivement, c'est comme une enquête policière. On s'est dit, bon, bah alors, qui de la Justine ou de l'Olympia est Aresquier 12, ce bateau qu'on est en train de fouiller? Rapidement, les indices convergent. Aresquier 12, l'épave découverte par Raymond Vallon, est bien la Justine. C'est un navire marseillais transportant du soufre brut en provenance de Sicile. À l'époque, l'oïdium, un champignon venu des Amériques, ravage le vignoble et le soufre sicilien est l'unique remède. Reste maintenant à répondre à une autre question. Où se trouve l'Olympia? À l'été 2017, l'équipe consacre 5 semaines à cette recherche. Au départ, on savait que la première épave, on avait le point GPS, donc on se disait que s'il avait voulu éviter, on faisait un peu des prospectives, elle avait dû faire vent arrière, donc on a cherché dans un premier temps vers l'est. Et c'est vrai que c'était désespérant en 2017 parce qu'on n'a absolument rien vu. Du sable, du sable, du sable. Si l'Olympia est bien là, il devient donc évident qu'il gît quelque part sous le sable du plateau. Pour le retrouver, il va falloir changer de braquet. C'est ici, à La Ciotat, que l'enquête va rebondir. Avec l'aide d'un des principaux acteurs du offshore mondial, l'entreprise iXblue. Grâce aux sondeurs développés ici, les ingénieurs sont capables de voir sous l'eau et même au-delà. Donc là, vous avez un sondeur de sédiments ECOS 3005 qui émet régulièrement donc, un son. Ce son très ciblé à la fréquence de 3500 Hz est utilisé
par les scientifiques ou par les archéologues pour pénétrer dans les sédiments et donner une image de ce qui se trouve sous la surface des fonds océaniques ou des rivières. C'est ce jeune ingénieur hydrographe qui va accompagner l'équipe pour la mission de recherche de l'Olympia. Avec un sondeur de sédiments et aussi ce magnétomètre sous-marin qui détecte les métaux. Pendant plusieurs jours, Florian balaye la zone de recherche. Et au bout de ce long travail, un écho apparaît enfin. Et donc là, on voit qu'on a un contact de taille assez importante. Et donc, en voyant ça, on s'est dit qu'il y avait normalement quelque chose d'assez important. Là, c'est à peu près quoi la taille que cela représente à l'échelle? La tâche mesure 40 mètres de long. Après plusieurs années d'enquête, les archéologues touchent peut-être au but. Il faut maintenant plonger pour vérifier. À l'aide d'aspirateurs spéciaux, les plongeurs dégagent le sable situé au-dessus de la fameuse anomalie. Et à quelques dizaines de centimètres de profondeur seulement, les premiers vestiges de l'Olympia apparaissent. Là, on a découvert un bateau énorme. On ne s'attendait pas à un si gros bateau, parce que d'habitude, les bateaux font en général 21 mètres. Là, on a 32 mètres de long sur 8 mètres de large. On a été en fait stupéfait par l'état de conservation du bateau. On a un bateau qui est conservé sur au moins 2 mètres d'élévation, ce qui est très rare. D'habitude, on n'a pas plus que 80 cm, voire 1 mètre. Il est posé sur sa quille, mais le bateau est resté bien enfoncé dans la vase et le vase l'a protégé en fait, un peu comme une tombe égyptienne en fait. Un tombeau qui suscite la convoitise des historiens pour les informations qu'il pourrait livrer sur le commerce du soufre et l'industrialisation de la viticulture à la fin du 19e, mais pas seulement. Pourquoi ce bateau, à 11 h du soir, a pris la mer en plein ouragan? Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment une énigme. Enfin, pour nous d'ailleurs, hein, c'est vraiment une énigme. On se dit que soit il n'avait plus d'argent pour payer les droits de Stary, donc les droits de stationnement dans le port de Sète. Mais bon, ça nous semble un peu farfelu parce que le soufre, c'est quand même très rentable. Hein. Soit il transporte de la marchandise de contrebande, ce qui se fait beaucoup à cette époque. Donc, on est très avide de fouiller pour savoir ce qu'il y a dans ce bateau. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas que des blocs de soufre. Fin du suspense, peut-être l'été prochain. La Société d'archéologie de Frontignan attend le feu vert du ministère de la Culture pour lancer une nouvelle campagne de fouilles. Non loin de la place San Marco, à 50 minutes à peine en Vaporetto, se trouve un des joyaux de la lagune vénitienne, l'île de Burano, célèbre pour ses canaux bordés de maisons colorées et sa dentelle. Un bijou multicolore. Arriver à Burano par la lagune, c'est comme se glisser dans un tableau du XVIIe siècle, se laisser envahir par une explosion de couleurs. Gino aime entrer en bateau le matin dans la petite cité vénitienne. Comme peintre du village, il connaît bien ces maisons. Il a travaillé sur la plupart d'entre elles. L'histoire raconte que chaque maison est d'une couleur différente parce que, comme ça, les pêcheurs de notre île pouvaient la reconnaître lorsqu'ils revenaient de 5 ou 6 mois passés en mer. Ce jour-là, il va faire quelques finitions sur la maison d'un ami. Ensemble, ils aiment se rappeler en souriant cette mésaventure qui expliquerait pourquoi aujourd'hui Burano est multicolore. C'est un pêcheur qui revient après une longue période en mer. Il y a du brouillard. Toutes les maisons se ressemblent. Il est perdu. Il demande alors à une femme qui est devant chez elle si elle sait où il habite. Alors elle répond, en colère, « Quoi? Tu ne me reconnais même pas? Je suis celle que tu as épousée avant de partir il y a 3 mois. » Depuis 400 ans, les petites maisons de pêcheurs, toutes identiques, arborent chacune une façade d'une couleur éclatante, différente de sa voisine. Et aujourd'hui encore, tout le monde a devant chez soi une barque pour partir pêcher dans la lagune
avec Venise en toile de fond. Marco est un Français originaire de Burano. Avec sa femme, Françoise, il revient régulièrement sur l'île, dans la maison de ses ancêtres. C'est une maison typique? Maison typique avec la grande cheminée en bas. Toujours été cette couleur. Elle n'a jamais changé de couleur. Elle est associée à plein de souvenirs d'enfance et des retrouvailles avec la famille, quoi. Une maison de pêcheurs où l'on vivait nombreux. À l'époque, il y avait 5-6 personnes qui dormaient là sur des lits à étages. La vie a été très très dure. Il n'y avait qu'un seul salaire par famille. Le père qui était donc pêcheur, qui ramenait le poisson qu'il mangeait, c'était leur seule nourriture. Et en fait, il y avait en moyenne 10 enfants par famille. Donc ils vivaient à 12 dans une maison comme celle-ci de 40 mètres carrés. Et comme ce village coloré ne peut décidément rien faire comme les autres, son campanile est aussi une attraction. Il penche tellement que l'on dirait qu'il va tomber. Avec la pêche, l'autre activité traditionnelle de l'île, c'est la dentelle. Paola a 75 ans, elle manie l'aiguille depuis l'âge de 10 ans. Toutes les femmes de l'île se rassemblaient sur les placettes pour travailler la broderie. Et nous, les enfants, on était à côté d'elles comme ça, on se tenait tranquille. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Le seul revenu pour les hommes, c'était la pêche et les femmes, elles apprenaient la dentelle. Ici, comme nulle part ailleurs, les habitants et les visiteurs d'un jour se côtoient en parfaite harmonie. Il suffit souvent de traverser un pont ou de se perdre au bord d'un canal pour abandonner la foule et s'engager dans des ruelles intactes et tranquilles du cœur de Burano, le village arc-en-ciel. Depuis 2005, à Marrakech, le festival On Marche met à l'honneur la danse contemporaine, une discipline encore méconnue au Maroc. Voici notre séquence mémoire. Il y a encore 10 ans, la danse contemporaine n'existait pas ici. Sans école de danse, sans réelle salle de spectacle, la compagnie Anania est quand même née à Marrakech. Aujourd'hui, le festival On Marche est le résultat de l'acharnement et de la débrouille de quelques danseurs. On est dans un terrain vierge. Et si on est dans un terrain vierge, il faut trouver des solutions pour mettre en place ces choses qui n'existent pas. Ça a commencé par la construction de la compagnie. Il n'y a pas de formation au Maroc, c'était mettre en place une formation avec les moyens qu'on a. Par la suite, ça a été mettre en place un festival. Actuellement, c'est mettre en place un lieu qui rassemblerait finalement tous ces projets-là, plus les projets également des autres compagnies et des autres artistes en dehors de Marrakech, donc sur d'autres villes et qui vivent les mêmes problématiques que nous. Il y a une vingtaine de danseurs seulement au Maroc et Anania est la seule compagnie organisée, alors qu'en France, 219 compagnies de danse contemporaine sont subventionnées. L'absence de plancher n'a pas arrêté ces jeunes artistes. Ils avaient leur maison, leur toit, leur détermination. Ils ont fait preuve d'imagination et ont créé le concept Danse dans l'appart. Avec nos peu de revenus, on a décidé de louer un appartement à 4, 2 chambres et un salon. À la fois, c'était un appartement où on vivait. Et comme on en avait marre de perdre du temps à demander des espaces, on s'est dit pourquoi pas utiliser le salon, pourquoi pas utiliser la cuisine, pourquoi pas utiliser en tout cas cet espace qui existe. Ça réduit pas mal de potentiel et ça ouvre d'autres potentiels. Il y a eu dans cet appartement des personnes qui vivaient, il y a eu des présentations de spectacles, il y a eu la naissance du festival. Beaucoup de choses se sont passées là. Aujourd'hui, des artistes allemands, libanais, malgaches s'essaient à la création adaptée aux conditions, comme ici, dans une école de cinéma. Nous sommes dans une fondation culturelle, dans la Médina. Des programmateurs belges, français, italiens, curieux sont venus voir par eux-mêmes la richesse, le bouillonnement créatif de ce jeune festival.
Alors ce qu'il en sort, je pense, c'est vraiment une meilleure compréhension des conditions dans lesquelles les artistes travaillent ici. Et beaucoup cette réflexion de se dire qu'il n'y a pas de modèle particulier qui soit très facilement exportable à ce type de métier ici, et que les artistes doivent pouvoir trouver leur voie ici, que nous on peut les accompagner en termes de conseils bien sûr, mais qu'il n'est pas du tout question de faire un modèle du modèle européen pour l'exporter ici. C'est la fin de Méditerranéo. Merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt pour de nouveaux reportages en Méditerranée.